fait. Donc, bonjour à tous. Je suis, tout d'abord, je tiens à nouveau à remercier chaleureusement nos intervenants, parce que précisément, étant précurseurs, ils nous ont beaucoup aidés à construire les pistes d'usage qui nous permettent aujourd'hui de vous dire que, et en réponse aussi à un certain nombre de questions, le rôle de Nathan, la question de comment un catalogue sur étagère peut me permettre de faire de la formation sur mesure. Donc ces apports extrêmement précieux de nos intervenants nous aident aussi à comprendre. Moi, on est dans la pédagogie, je vais faire une double soustraction, je n'essaie de pas me tromper. Juin 2014, les bacheliers de juin 2014, passer le brevet des collèges en 2011, entrer en 6e en 2007. Enfin, nous sommes quelques-uns ici à avoir un peu bourlingué, même beaucoup, dans l'édition scolaire, l'édition numérique scolaire. Souvenons-nous, en 2007, les premiers usages numériques dans ces établissements, souvenons-nous qu'un certain nombre de départements ou de régions ont fourni à l'entrée en 6e à tous les collégiens une tablette avec des contenus pédagogiques embarqués. Souvenons-nous à quel point nous avons, nous, essayé, à notre niveau, de porter des usages numériques, de porter l'usage numérique autour de ressources interactives pour le professeur. Et c'est juste pour mettre en résonance sur un certain nombre de questions qui nous sont posées aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est l'acte de naissance effectivement de la Nathan Academy, mais sachez que bon, l'équipe a pu être là, mais sachez qu'il y a beaucoup de monde dans l'équipe derrière, sur le terrain, qui rend visite à des établissements de toute nature, supérieurs, qui nous demandent de réfléchir avec eux sur comment je fais, quel est lançons un pilote ensemble. Tout ça, la question, on a été assez rompu à la question du déploiement des usages numériques dans des environnements qui n'étaient pas forcément évidents, la classe, le collège, le lycée de Picardie. Et il y a un certain nombre de questions le blended, dans l'éducation nationale, on ne sait pas ce que c'est. Le blended est donné. Il y a un professeur qui s'empare à un moment donné d'une ressource numérique interactive et qui considère qu'il l'utilise, il le tord s'il est nécessaire pour faire de l'usage individuel, collectif, sur écran, sur ordinateur pour consolider les connaissances. Voilà. Donc cette petite soustraction, c'est ça. Et je nous ramène à 2000, au cartable électronique de Nathan, etc. Vous voyez donc les plateformes éducatives qui ont émergé assez rapidement dans les années 2000. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est aussi l'aide la façon de faire de Nathan, de dire on a deux convictions. La première, c'est que, comme vous le disiez, nous, on a les CD, excusez-moi, mais les CD ou les clés qui sont livrés par parachute dans les lycées et les collèges, on vient l'année d'après, ils ne sont pas utilisés. Donc on appelle ça pompeusement l'ingénierie de déploiement, mais c'est bien ce qui a fait qu'aujourd'hui, les usages numériques auprès de vos homologues dans l'éducation nationale sont quasiment naturels. Comment je fais cette année? Dans quel catalogue je vais chercher les produits qui vont me permettre de faire de travailler sur ces sujets. Voilà, c'est un petit retour. On a beaucoup parlé de ce qui attend les étudiants, au moins les meilleurs d'entre eux, parce qu'en 2014, ils auront rejoint pour le bac, mais pensons aussi à ce qu'ils étaient il y a 7 ans avant. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, effectivement, il est intéressant de voir que nous tendons le micro aux gens que nous allons voir en France, un petit peu à l'étranger, ça compte, en francophonie, sur quelle piste d'usage autour des outils. Alors, je vais donner 2 exemples très rapidement, si vous le permettez. Le premier, c'est je trouve l'admirable collection de jeux design présente au catalogue, M comme manager, évaluation collaborateur et évaluation manager. Donc, ce sont des jeux développés effectivement à première destination des entreprises pour préparer un manager à bien évaluer son collaborateur et inversement. Je ne sais pas pour vous, mais on est en pleine période. Bon, c'est la période. Donc, plutôt un usage identifié d'emblée par une entreprise qui passe commande. Aujourd'hui, on a fait le recensement avec les équipes. Ce jeu, cette collection de jeux, on nous dit, ça m'intéresse pour la découverte de l'entreprise, pour préparer mes élèves dans les career centers, de certaines écoles, qui ont un career center en auto-formation pour préparer le stage. Troisième usage, à travailler sur les relations interpersonnelles, le leadership, toutes ces smart skills sur lesquelles on sait bien que vous formez d'excellents techniciens en BFR, en technicité, marketing mix, mais ce sont ces interstices de leadership, de posture managériale sur lesquelles le jeu peut être utilisé à foison. Troisième, là c'est pas plus tard qu'il y a 2 jours, une école spécialisée dans la formation au métier des ressources humaines qui dit moi mes responsables ressources humaines,
comment vont-ils comprendre ce qui se passe dans la tête d'un manager à qui on va dire tu dois faire passer l'entretien d'évaluation avant le 15 mars? Eh bien, je leur donne à voir, un peu en mode méta-observation, la meilleure des façons de coacher un manager en utilisant des positions extrêmes dans ce jeu. C'est un exemple. Un deuxième exemple, beaucoup plus court, mais parce que les usages là sont plus émergents, nous avons un jeu autour de la gestion de l'innovation, développé avec un partenaire qui est un cabinet de conseil qui s'appelle Bluenove. C'est le jeu très spécialisé. Je suis dans la gestion de l'innovation. Ce jeu aujourd'hui attire le regard de spécialistes de l'innovation qui, dans leur master spécialisé, veulent donner une formation pointue, et attire aussi le regard d'enseignants, plus que le regard d'ailleurs, parce qu'ils sont en train d'utiliser le regard d'enseignants qui disent moi j'ai des étudiants qui arrivent, ils bossent en maths, ils arrivent même prime, ils arrivent en école d'ingénieur, première année. Marketing et sales, ils ne savent pas la différence entre marketing et sales entre marketing et sales, ne serait-ce que ça. Et donc ce jeu est détourné de son usage initial par l'enseignant pour faire découvrir à l'entreprise au travers de la gestion d'un projet innovant où je dois aller chercher des crédits, vous verrez, il y a des petites démos, je dois vite aller chercher des crédits, employer les bonnes ressources, il ne faut pas me faire retoquer par le big boss, dans un comité de direction, si je n'ai pas présenté la bonne innovation, sinon la boîte s'écroule, je suis retoqué. Ouais. Donc, vous voyez, c'est les pistes d'usage. Alors nous, derrière, dernier aspect, sur l'ingénierie de déploiement. Là, le temps de flottement dont parlait Hélène, c'est-à-dire, mais comment je fais avec mes équipes, avec mon corps professoral, je vais juste... On a l'habitude aussi chez Nathan, on aime beaucoup travailler avec un laboratoire, c'est le laboratoire d'André Tricot à Toulouse, qui nous aide beaucoup sur la question de l'ergonomie, de la didactique, des sciences cognitives, de l'appropriation des usages numériques. Avec l'utilisabilité, allez voir ces vidéos, je vous conseille les petites granules sur le plaisir d'apprendre. Moi, je pose la question, à quel moment de la vie s'arrête le plaisir d'apprendre ? À quel moment on n'a plus le droit d'avoir du plaisir d'apprendre? C'est des questions qui nous aident beaucoup sur ces sujets-là. Mais effectivement, il y a la question de l'appropriation. Et là, le rôle de Nathan, il y a une position qui est la suivante. Le transmédia, il n'y a pas écrit dans la définition du transmédia que le papier est exclu. Moi, je n'ai pas vu de définition du transmédia qui dit le transmédia, c'est ça, plus le smartphone, plus ce qu'il y a dans le cloud. Donc, la matérialisation, l'ingénierie de déploiement, ça veut dire un jeu, ce que vous souhaitez utiliser, c'est un jeu avec le matériel pédagogique qui va avec, le guide de l'enseignant, les grilles d'analyse pour pouvoir faire un repérage des scores, des parcours et individualiser les parcours. Voilà. Encore une fois, tout ça remonte dans nos rendez-vous et nous tendons le micro et nous venons après effectivement avec l'outillage. C'est pour ça que ça règle aussi cette question, on essaie de la régler, le catalogue est sur étagère. Mais comme dans l'éducation nationale, le manuel scolaire, il est sur étagère, et ensuite le professeur utilise les pages qu'il souhaite. C'est cette tendance-là. Et dernière chose, effectivement, donc l'ingénierie de déploiement, c'est aussi Editis, éducation en référence, des délégués pédagogiques, des serveurs qui ne tombent pas au moindre coup de rideau, la possibilité de lancer, si vous le souhaitez, un séminaire pour 300 élèves avec une tablette préembarquée, avec un jeu et des scénarios de jeu. Donc c'est là. C'est mettre du sur-mesure autour, à façon, en fonction de vos contraintes, autour du catalogue. Et dernière chose, effectivement, comme c'est un peu transparu, nous avons aujourd'hui un poste d'observation extraordinaire de besoins, des gens qui nous disent écoutez, votre truc c'est bien, c'est pas mal, mais je veux ça plus ça, divisé par ça, et je veux ça. Bon, donc nous on appelle ça du demi-mesure. Et puis, si on me dit ça dans le nord et si on me dit ça dans le sud-est, peut-être qu'on peut effectivement se dire que ça vaut le coup de fédérer dans un groupe privatif, sur un des réseaux sociaux dont vous êtes tous certainement inscrits, une communauté d'usage autour des pratiques enseignantes dans l'université, dans l'enseignement supérieur, autour de ces jeux, où ceux qui veulent dans le déclaratif effectivement des bonnes pistes d'usage peuvent les alimenter. Mais ce qui est vrai, c'est que l'outillage que nous proposons aujourd'hui avec l'ingénierie de déploiement, c'est l'ensemble, c'est également le service, c'est l'intervention. Ça tombe le 24 heures après, il y a quelqu'un qui vous règle le souci. Donc c'est le service qui l'accompagne. Voilà, donc vous avez mentionné, Frédéric, cette notion de communauté, et donc je voulais juste compléter donc, le dernier point, après on aura un petit échange questions-réponses.
Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de lancement de l'offre Nator Academy dans sa forme actuelle. Comme vous l'avez compris, c'est essentiellement des outils qui étaient conçus initialement pour et avec des entreprises. Nous, en tant qu'éditeurs, on fait évoluer notre offre, on crée d'autres produits, il y en a en cours, encore une fois, des fois tout seul, sur des thématiques qu'on maîtrise et pour lesquelles on a identifié un besoin, mais aussi avec des entreprises. Et je voulais juste vous montrer un petit extrait d'un petit retour d'expérience ou une illustration d'un mode qu'on appelle crowdfunding. Donc dans le monde des entreprises, on s'est retrouvé souvent avec des entreprises qui partageaient un besoin, et donc on a pu les fédérer et faire des choses, si je peux me permettre, intelligentes, en réunissant les forces et les moyens des uns et des autres pour faire des choses en mode collaboratif. Et donc c'est juste pour vous souligner que cette possibilité de collaboration en mutualisant les moyens, les efforts, les savoir-faire, etc., est également possible et tout à fait à l'ordre du jour en ce qui concerne des contenus plus orientés monde académique, et qui peut être une deuxième phase de notre évolution de l'offre. Donc je vais juste je vais pas passer tout le film, mais les premiers instants de ce petit clip qui explique un peu le principe du crowdfunding tel qu'on a pu le mettre en œuvre dans le monde de l'entreprise. Si j'arrive à maîtriser la souris. On s'est retrouvé souvent sollicité par nos clients sur des mêmes thématiques, souvent des gens qui cherchaient à innover dans les parcours et les outils de formation qu'ils mettaient à disposition de leurs collaborateurs, tout en étant bien sûr dans des contextes de restrictions budgétaires. Donc nous est venue l'idée de se positionner un peu comme facilitateur entre ces différentes entreprises pour pouvoir mutualiser à la fois les budgets, mais aussi les savoir-faire, les expertises en termes de contenu, pour bâtir de façon collective des parcours d'un nouveau genre. On a déjà une expérience chez Natixis de Serious Game. S'attaquer à un sujet aussi vaste que le management, honnêtement, c'était quand même compliqué. Il y a énormément de problématiques à aborder. Si on veut avoir du fond et quelque chose de qualité, on ne pouvait pas y aller tout seul. Donc Dasein est arrivé avec une proposition de crowdfunding ou de participation collaborative et immédiatement on a dit oui. Parce que cofinancement évidemment et puis co-construction, donc avec une synergie qui se fait naturellement dans les groupes de travail à plusieurs entreprises. Finalement on trouve des points finalement communs sur la manière d'aborder le management et même des différences qui permettent de creuser le sujet et puis d'avoir du coup ce qu'on voulait, c'est-à-dire le fond et puis la forme. C'est notre état d'esprit, c'est de la co-création. Là, le petit truc en plus, c'est de travailler avec d'autres entreprises et donc de pouvoir aussi élargir les perspectives de ce point de vue-là. Effectivement, il y a déjà l'enrichissement avec Design. Maintenant, c'est vrai que l'enrichissement avec d'autres entreprises, c'est d'autant plus important. Ça permet d'avoir d'autres cas, de plus généraliser, de trouver des points communs de fonctionnement, tout en essayant de garder quand même notre culture, notre philosophie, voilà, et de s'enrichir de celle des autres. Alors au début, c'est pareil, c'était pas gagné, je suis un peu sceptique. Travailler avec d'autres sociétés qui n'ont aucun point commun avec Natixis, c'est un peu curieux comme approche. Et finalement, je me rends compte que le management, c'est presque un langage unique et qu'on se retrouve tous autour de mêmes valeurs, même s'il y a des différences de langage, etc. En tout cas, quand on parle management, on arrive toujours à s'entendre et à trouver le bon chemin pour construire ensemble. Yes, c'est moi. C'est elle. Voilà, donc je vais l'interrompre là. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Donc on a cette mode de fonctionnement actuellement avec les entreprises. Donc vous avez vu quelques logos et quelques représentants. Donc des gens qui collaborent avec nous en tant que facilitateurs dans la création de parcours qui sont donc mutualisés, mais aussi évolutifs. Donc la liste des entreprises, on y ajoute d'autres. On crée des groupes de travail sur d'autres thématiques. Donc chacun peut travailler sur ses contenus.
tout en intégrant un parcours global. Et l'intérêt, bien sûr, c'est ceux qui contribuent. Ils profitent également des composants et des modules qui ont été créés en parallèle par d'autres groupes de travail. Donc en gros, c'est faire plus, faire mieux, avec moins, et en mode un peu accéléré. Donc là, évidemment, je vous parle des choses qu'on fait ces jours-ci dans le monde de l'entreprise. Mais le message que je veux transmettre, c'est qu'on est tout à fait, donc, dans le cadre de notre académie, ouvert et disposé à poursuivre ce genre d'initiative avec le monde académique, soit avec des représentants du monde académique entre eux, avec nous, ou pourquoi pas couplés avec des représentants du monde de l'entreprise. Tout est possible en termes de collaboration et de partage à ce niveau-là. J'ai simplement, encore une fois, l'illustration. On voit effectivement émerger des besoins. Vous avez vu qu'on est pas mal sur les postures managériales, effectivement, ces interstices autour de... Mais même sur des sujets à forte technicité, on sait on sait très clairement qu'il y a des très bons business games de formation notamment de comptabilité finance. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des environnements spiralaires qui amènent des gens qui sortent de prépa. Il faut leur apprendre le débit crédit, puis il faut que 3 ans après ils sachent calculer un BFR ou faire un Black & Scholes. Vous voyez, donc je veux dire, sur ces environnements-là, on peut avoir des parcours progressifs à imaginer. Et j'imagine que l'enseignement du BFR dans une école de commerce par rapport à vous voyez, il y a une filière, je pense qu'il y a quelques points d'universalité. Voilà, c'est un peu ces questions-là sur lesquelles on a tout intérêt à échanger ensemble. Voilà. Donc, je suis désolé, on a dépassé les quelques minutes, mais si vous en êtes d'accord, je vais quand même laisser, notamment je veux revenir à la question de monsieur que je n'ai pas pris tout à l'heure, si vous vous souvenez encore. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui voudrait nous poser quelques questions, je pense. Non, juste devant toi. C'est bon, on a répondu peut-être. D'accord. Oui, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, bonjour. J'avais 2 petites questions. Je voulais d'abord savoir s'il y a une différence de comportement, qu'on soit une fille ou un garçon, quand on joue. Là, je m'adresse plutôt aux représentants des écoles, puisqu'ils les ont mis en place. Oui. Non, parce que la question aurait pu être, est-ce qu'il y a une représentation de différence dans le jeu ? Là, non, là, c'est le comportement, qu'on soit fille ou garçon. Je ne sais pas, Hélène ma deuxième question est plus générale. On a vu que les Serious Games avaient investi les écoles. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, ils seront aussi dans les universités ? Alors, on va déjà sur les questions des filles et garçons. Je t'en prie. Alors, sur filles, garçons, je vais le répondre différemment. Nous, on a travaillé avec des populations, par exemple, c'est assez mixte, mixte école, c'est 50-50, grosso modo. On n'observe pas de différence notable. Mais là où on observe une différence notable, c'est ingénieur ou manager, école de commerce ou école d'ingé. Notamment, on va par exemple à Grenoble, on va prendre un des jeux, on va le faire jouer version GEM, version Grenoble INP. L'effet drôle, après on peut le tester statistiquement si vous voulez, etc. Les étudiants en école de management, ils utilisent le dispositif à la limite pour se comparer entre humains, entre équipes, entre étudiants, etc. Les étudiants ingénieurs, ils veulent comprendre le modèle et ils veulent le battre. C'est-à-dire que c'est quasiment un rapport entre eux et la machine, dans leur levier de motivation, leur façon de jouer. Alors là, si vous me demandez une théorie là-dessus, etc., je ne vais pas vous la sortir, mais ça, c'est plutôt un retour de pratique à chaque fois sur la façon dont ils agissent, dans la façon dont ils fonctionnent. Et après, on peut ça en fait votre sujet d'analyse pour l'année prochaine. Ouais. Sur ce point-là, mais c'est marquant. Donc il y a ce comportement-là. Alors après, il y a peut-être plus est-ce qu'il y a des garçons plus que des filles Je ne vais pas rentrer dans une théorie là-dessus, mais école d'ingé et école de commerce, ça joue pas de la même façon. Alors, moi, j'ai juste une petite différence. Alors, c'est pas du tout une réponse d'enseignant-chercheur, mais on a vu ça un peu sur le terrain. Les filles sont quand même un peu moins intéressées par le score. C'est la bataille. Nous, on a vu ça sur le campus, mais alors évidemment, on n'a pas de chiffres. On a vraiment senti que les filles n'étaient pas dans le score permanent. Mais bon, à discuter, je ne suis pas sûr que ça... Sur les questions autour de l'université, moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un... D'accord, merci. Donc, je suis professeur des universités. Je suis assez surpris de votre remarque. Je ne sais pas quelle image vous avez de l'université. Mais je peux vous dire que ça fait très très longtemps qu'on utilise les serious games. Alors par contre, j'ai un autre témoignage concernant filles et garçons.
Moi, je travaille aussi sur les Serious Games. On a fait une grande enquête sur à peu près 500 étudiants sur un Serious Game qu'on a fait à la fois en université, mais à la fois en école d'ingénieur, sur un réseau des polytechs. Et on a fait le même jeu. Et en fait, on n'a pas vu non plus de différence. Enfin bon, après, il faut revoir le questionnaire qu'on a fait, mais on n'a pas vu non plus de différence de comportement entre filles et garçons, et pas beaucoup non plus entre les gens qui sont en école de management et puis les ingénieurs. Alors j'ai fait avec Raluca Sondou, qui est ma collègue, et je dirais que j'interviens à la fois à l'université et puis en école de commerce à Schema Business School. Oui, Je pense qu'il y a Charles qui voulait ajouter quelque chose. Juste, effectivement, le monde académique est couvert au sens large par Nathan Academy, donc le monde universitaire en particulier. Donc on a beaucoup parlé ce matin des grandes écoles, mais bien sûr, on est en contact avec beaucoup d'universités et on souhaite vraiment avoir une implantation de jeux sérieux en université. C'est même. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que on a un catalogue qu'on a commencé à décrire, qui vient de vous être distribué, qui tourne beaucoup autour de ces interstices dont parle Frédéric, qui sont beaucoup autour du leadership, du management, de la vente. À nouveau, on est prêt, c'est la question de fin, on est absolument prêt à recevoir des besoins, à les étudier. On touche aujourd'hui quelques disciplines, on aimerait beaucoup élargir. Pour nous, à nouveau, c'est ce que je disais en intro, pour Nathan, c'est très clairement cette initiative Nathan Academy, c'est une façon aussi de dialoguer différemment dans un rôle d'édition avec le monde académique, dont les universités. Donc au contraire, on est vraiment très très attentif à tous les besoins et on veut les prendre. Je rajoute 30 secondes, une dernière illustration, justement, précisément, quelqu'un qui devait être aujourd'hui ici, est en train de pratiquer le jeu dans le cadre universitaire. Alors je parle du jeu Innov Nation. Nous sommes dans un cadre universitaire et on est dans une phase assez intéressante de constatation que le jeu lui-même devient le support principal du cours. C'est-à-dire qu'il a pris le jeu, vous verrez, il y a 23 missions, il dit moi, 23 missions, j'en fais 10 en cours, les autres ils les font chez eux. Donc il a réglé la question du blinded présentiel, synchro, pas synchro. Et donc le support de cours est le jeu, donc collectif. Ensuite, ces étudiants partent à l'université avec leurs tablettes, etc., faire la suite du jeu. Il a le support de cours pour un point associé. Et nous sommes dans un troisième cas de changement de destination de ce jeu. C'est qu'il apprend aussi à des étudiants qui s'adonnent à la recherche comment on va chercher des fonds. Parce que c'est un vrai métier aussi, quand on est chercheur, d'aller, à un moment donné, taper aux portes du pôle de compétitivité, monter des appels à projets, etc. C'est un métier, et ce jeu, sur ces 10 missions, et pas sur les 23, traduit, donne un aperçu de ce qui attend ces futurs chercheurs. Donc on est dans le domaine des sciences. Oui, bonjour. Bonjour, une dernière... Oui, justement, je merci de votre patience. Il y a quelqu'un qui essaie de poser une question depuis tout à l'heure. Allez-y. Thierry Koscielniak, de l'Université Paris-Descartes. Alors moi, je suis directeur TICE, ce qui se traduit en langage naturel par responsable du service de pédagogie numérique. Donc je voulais savoir si vous aviez pensé à un modèle où les universités peuvent créer des ressources à partir de vos moteurs 3D de rendu de Serious Game. Nous, on a déjà une expérience de Serious Game avec notre faculté de pharmacie. Ça a été très long à mettre en place avec le prestataire sur le choix justement de ce type de moteur. Vous savez comment sont les universitaires, on a envie d'avoir des API ouvertes, de pouvoir accéder au code. Est-ce que vous avez pensé à ce modèle ? Alors oui, pas tout à fait peut-être sur le même modèle que ce que vous avez expérimenté jusqu'à là. Nous, on n'est pas doté technologiquement pour faire ce qu'on appelle un peu vulgairement dans le métier un outil auteur ou une espèce de machine qu'on vous met entre les mains et vous créez vos propres jeux à vous. Nous, on considère que c'est beaucoup plus complexe que ça et le métier qu'on a, c'est pas transposable à des gens qui font autre chose dans leur vie. Pour, un peu par magie, créer des jeux de ce type-là. Par contre, l'angle sous lequel on traite potentiellement cette idée ou cette piste, c'est plutôt de voir nos contenus plus qu'un peu ce qui sont aujourd'hui une sorte de finalité en soi, mais qui ne soit plus une finalité en soi, mais plus un catalyseur de création de contenu et d'apprentissage collectif et peer-to-peer, si on peut dire,
entre apprenants. Et donc on parle assez spontanément de communauté de pratique et de communauté d'apprenants et d'apprentissage social et collectif, etc. Et donc on se voit plutôt dans un modèle comme ça où nos contenus, peut-être de façon plus modulaire ou plus court ou plus rapide à produire, deviennent comme je disais, plutôt d'une finalité en soi, un catalyseur d'un apprentissage enrichi par les apprenants. Donc avec du user-generated content, etc. D'accord. Mais nous avons une équipe d'ingénierie pédagogique et est-ce qu'on peut être fournisseur de contenu, j'entends? Oui, voilà, tout à fait. Donc sur ce type de collaboration-là, et c'est un peu, ça fait partie des éléments qu'on intègre dans cette notion de crowdfunding, c'est aussi de l'expertise. C'est pas que de l'argent ou c'est pas que du temps à définir le game concept et qu'est-ce qu'on met dedans. C'est aussi le vrai expertise contenu, parce que comme je dis toujours, nous on sait maîtriser beaucoup de choses, mais on ne peut pas prétendre maîtriser l'objet même de l'ensemble des jeux qu'on peut imaginer produire, parce que ça peut s'appliquer à pléthore de sujets, et nous on n'a pas la maîtrise ou la compétence sur ces sujets-là. Donc tout à fait, je dirais même le moindre de jeux qu'on a pu faire, même avec une entreprise, on a besoin de cette expertise. Donc des fois on le trouve en interne, chez les clients, chez des fournisseurs tiers ou des cabinets spécialisés, mais il nous le faut de toute façon. Donc tout à fait, oui. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, qui doit nous laisser. Monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro près de vous. Pauline? Non, elle est occupée. Allez, je vais vous passer. Oui, j'avais simplement une question sur le mode de déploiement. Tout à l'heure, vous avez évoqué des clés USB, donc on est offline. Oui. Est-ce que vous avez des expériences de déploiement online, sur mobile, sur tablette? Oui, alors, est-ce que ça marche? Oui et non. Alors, déjà, il y a... la plupart de nos jeux ont été conçus pour un déploiement online, donc avec des plateformes de distribution. Souvent dans les entreprises, c'est des LMS, Learning Management System, etc. L'exemple peut-être le plus remarquable qu'on a vu, en tout cas ce matin, c'était le cas de Renault. Là, de diffusion offline n'était pas une question ou un choix technologique, c'était un choix de gestion de changement ou conduite du changement. Comme on a un peu expliqué, le directeur de la Renault Academy ne voulait pas que les jeux soient perçus comme un énième parcours e-learning qui allait de toute façon être mort dans l'œuf. Et donc pour cette raison-là, il a choisi de matérialiser la chose avec ce packaging un peu comme si on l'avait acheté à la Fnac. Et la seule et unique façon d'accéder à ce jeu, c'était de s'inscrire dans une formation en présentiel. Donc c'était une question plutôt de conduite de changement qui a amené à ce choix. On a changé de fusil d'épaule en cours de route sur un jeu en particulier qui s'appelle Pause Garantie, et Jean-François en a parlé tout à l'heure. Maintenant, c'est sur une plateforme de type intranet interne et diffusé assez largement et de façon ouverte en interne. Après, les questions de tablettes et de support mobile, et c'est une question de génération d'outils. Par exemple, l'outil que François nous a illustré tout à l'heure, il a pu d'ailleurs échanger avec Jean-Noël Portugal, qui est ici présent, qui était le concepteur de ce jeu. Au moment de conception de ce jeu-là, des tablettes n'existaient pas. Enfin, des tablettes numériques, digitales, telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Je dirais même Windows XP n'existait pas non plus. Donc c'est un jeu d'une autre génération qu'on est en train de mettre à jour, pas tellement en termes de contenu, mais en termes de technologie, pour être disponible sur des supports plus récents. Voilà, donc c'est une question de génération d'outils. Un parcours quand même comme manager qui est, je dirais, le produit le plus récent de tout ce qu'on a vu ce matin, est fait pour être multi-support. Donc il fonctionne également sur tablette, et on est en train de réfléchir à est-ce qu'il y a un sens à porter certains éléments de ce contenu sur un smartphone. Évidemment, le jeu tel quel, sur smartphone, ça ne fait pas tellement sens, mais peut-être des petits composants pédagogiques ou des mini-jeux ou des récompenses qu'on peut gagner dans le jeu sur PC ou tablette peuvent faire sens sur smartphone. Donc sur cet aspect-là, c'est surtout une question de génération d'outils. Les plus récents, c'est un peu passe-partout. Les plus anciens, il y a certaines limites. Voilà. S'il vous plaît. Bonjour, rebonjour. C'est plus une question qui s'adresse aux représentants de Nathan. Je me posais la question, est-ce que pour vous, un serious game, c'est forcément un serious video game? Et parce que l'idée de scénariser les choses et de
de ludifier des contenus pédagogiques, c'est pas forcément synonyme de jeu vidéo, quoi. Je vais répondre. Je sais pas qui. Ouais. Non, c'est une très bonne question. Donc, bon, le point de départ, c'est ce catalogue de jeux sérieux constitué qui va s'élargir. Hein. On va l'élargir avec des nouveaux produits. Ce qu'on vient de dire, à partir de vos besoins, on va l'élargir aussi de produits existants. Donc on a mis en place chez Nathan un comité très rigoureux de sélection éditoriale pour voir qui pouvait rentrer dans ce catalogue, qu'on est preneur de toutes les idées de nouveaux jeux. Au-delà de l'aspect jeu, à nouveau, on est convaincu que autant le livre n'est pas le seul support, le jeu n'est pas le seul support, il peut y avoir beaucoup d'autres supports utilisés dans le monde académique, ne serait-ce que des business games qui sont différents d'un jeu sérieux. Il peut y avoir énormément d'autres produits qui sont d'ailleurs peut-être encore inventés. Donc si vous voulez, cette Nathan Academy, elle a vraiment vocation à être un catalogue le plus riche possible et pédagogiquement le plus abouti possible de ce qui existe pour le monde académique. Voilà. Et peut-être un jour qu'on rajoutera même des livres en EPUB. Mais voilà, on veut vraiment, à travers une sélection extrêmement rigoureuse, proposer le meilleur pédagogiquement pour les grandes écoles. Donc pas seulement des jeux dans la durée. Voilà. Je voulais juste vous demander, si je peux me permettre, d'avoir la gentillesse de remplir les petites fiches d'évaluation. Ça nous sera très utile pour évaluer la pertinence de nos propos. Donc je pense que les fiches ont été passées parmi vous, si vous pouvez les remplir rapidement avant de partir. Excuse-moi Frédéric, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Sur la hein, c'est vrai que je pense qu'on a un discours à tenir chez Nathan, effectivement, sur où s'arrête le jeu partout, au sol, le mur, au plafond. Peut-être dans le sens de la question, il y a aussi, parfois c'est l'événement de formation autour d'un contenu très simple qui fait la ludification. Je prends le cas d'outils qu'on regarde, qu'on observe aussi. C'est la question du petit mail que je reçois, je ne vais pas le citer quand même, hein, mais le mail que je reçois dans ma boîte le matin qui m'oblige à faire 5 minutes d'anglais. C'est la capsule de formation. Où est le jeu là-dedans? Où est la 3D? Où est l'immersivité? Nulle part. Elle est dans la narration et dans l'événement de formation qui me dit j'ai 15 jours pour apprendre les verbes pronominaux. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors voilà, le store aujourd'hui, le store fondateur, ils sont 9, 10, 8 jeux, peut-être 12, mais vous voyez, il n'exclut pas tous les formats qui aujourd'hui portent ne serait-ce qu'un levier de ludification. À partir du moment où il y a un levier intéressant, on regarde. Je suis conscient du temps qui passe, donc je voudrais clôturer. Bien sûr, ceux qui veulent rester avec nous, il y a encore du café, quelques croissants, un peu de jus d'orange, on peut continuer à échanger. En tout cas, je vais mettre fin donc à la partie un peu formelle de notre présentation. Merci encore une fois pour votre présence et votre attention.